C'est un bloc opératoire à ciel ouvert, effectivement. On voit ça à la télé, dans les films, et encore. Décompresse bien, décompresse bien. Le patient, en fait, il est toujours en arrêt. Toutes les techniques de réanimation ont été entreprises, faites par le médecin qui est sur place. Et nous, on arrive justement en dernier recours parce que cette technique ne marche pas. Le cœur ne repart pas. En pratique, si on l'amène comme ça à l'hôpital, on amènera un patient décédé. Donc du coup, on va poser la machine. L'ECMO, c'est un système qui va permettre de remplacer les cœurs et les poumons. Le cerveau principalement et les coronaires, les artères du cœur, vont être irrigués, ainsi que les autres organes, avec un sang qui a une pression et qui est oxygéné. Ça va nous permettre de donner le temps, certes de traiter les causes de l'arrêt cardiaque, mais surtout d'évaluer le cerveau, est-ce qu'il est encore en vie ou pas. Et donc, on vient de décaler d'un cran probablement la limite de la mort. Et donc, on a changé aussi le paradigme de notre réanimation. Notre réanimation, initialement, quand on avait créé la réanimation cardio-pulmonaire, c'était faire repartir le cœur, le retour d'activité cardiaque spontanée. On nous a appris ça très très longtemps. C'était notre dogme, faire repartir le cœur. On n'avait pas d'autre solution. Si le cœur ne repartait pas, on ne pouvait rien faire. Là, si le cœur ne repart pas, eh ben, on a une solution annexe. Si le cerveau montre des signes de vie, eh ben, on peut, entre guillemets, squeezer le cœur avec cette machine et se laisser le temps de le faire repartir à l'hôpital tranquillement, traiter la cause et d'évaluer le cerveau. C'est une machine qui avant été développée que pour le bloc opératoire, pour la chirurgie cardiaque, qui après a été développée un peu en réanimation, et là on la transpose en préhospitalier. C'est assez fou. C'est exceptionnel de voir ça dans la rue, et d'ailleurs même très souvent la police ou les pompiers qui sont avec nous regardent ça de manière assez ébahie, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. On voit ça à la télé, dans les films, et encore. C'est un bloc opératoire à ciel ouvert, effectivement. La médecine préhospitalière d'arrêt cardiaque, les survivants, ça se comptait dans l'année sur le doigt d'une main quasiment. C'était extrêmement rare. Et on en voyait tous les jours, et des gens jeunes. C'est donner une chance supplémentaire. On parle de gens qui ont 100% de mortalité. C'est ça qu'il faut bien réfléchir. Ils sont tous morts. Sur 100, ils sont tous morts. Sur 100, là, il y en a 30 qui vont survivre. Sans séquelles à la sortie de l'hôpital. C'est surtout ça qui est extrêmement important. C'est des gens qui vont reprendre leur vie, ils vont retravailler, ils vont retourner avec leurs femmes, voir leurs enfants et compagnie. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était inespéré. C'est un moment où il n'y avait pas de survivants. Et 30% du nombre d'arrêts cardiaques qu'il y a en France, on parle de plusieurs milliers de patients. Quand on démarre le programme d'assistance circulatoire, il est seul au monde à faire cette technique-là, c'est-à-dire amener l'assistance circulatoire sur place. Alors, ce véhicule d'ECMO, il est dédié à cette stratégie-là. Il est dédié à la pose de l'assistance circulatoire ou d'autres techniques invasives. Donc c'est le bloc à l'extérieur de l'hôpital, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Tout le matériel, ce qu'on appelle le consommable, qui nous sert à poser l'ECMO, c'est des packages qu'on a fait faire sur mesure, réfléchis pour nous, parce que quand on le faisait au début, le matériel n'était pas adapté pour nous, parce que c'était du matériel de bloc opératoire finalement. Donc on l'a fait adapter pour pouvoir l'utiliser en préhospitalier sans risque pour nous, avec certaines contraintes que les autres n'ont pas. Des contraintes de lumière, des contraintes de risque parce qu'on est au sol, donc on peut se piquer plus facilement, des contraintes, on va dire, environnementales. Mais ça, c'est le métier du SAMU, c'est de s'adapter toujours aux conditions où est le patient. C'est vraiment amener l'hôpital là où vous êtes en détresse vitale. On est là pour ça, c'est notre métier. Donc si un patient a besoin de technologies spécifiques sur place parce qu'on n'a pas le temps de le ramener à l'hôpital pour le faire, nous devons nous adapter pour le faire sur place. On n'a pas tellement le droit à l'erreur parce qu'on n'a pas tellement de doublure du matériel ou de plusieurs choix. Donc il faut trouver le bon matériel qui sera adaptable à tous les types de patients, par exemple. On ne peut pas avoir 50 tailles sur nous. Donc on doit bien réfléchir et adapter et faire développer des choses spécifiques pour nous. On ne va pas pouvoir demander plein d'instruments à tout le monde parce qu'il n'y a personne, globalement. Donc il faut être autonome. Et c'est ça qui est aussi tout ce travail-là, c'est ce qu'on appelle le R&D, recherche et développement. Comme je pense toute innovation, c'est compliqué au début. Quand on innove, quel que soit le domaine, je crois que c'est compliqué. Il y avait des très grands sceptiques qui ne comprenaient pas ce que nous faisions, qui considéraient que c'était le gaspillage des moyens et de l'argent là-dedans, que ça n'avait pas de sens. Donc, il y a eu beaucoup de sceptiques, il y a eu des attaques relativement dures, on a été accusés quasiment de meurtre, donc on faisait n'importe quoi, donc c'était très violent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a toujours eu une démarche scientifique. C'est-à-dire que depuis le départ, on a respecté les règles de la recherche, déposé un comité d'éthique, les validations, on a rendu compte à nos pairs par des publications pour continuer étape par étape. Tout patient ne pourra pas avoir une ECMO.
seuls les patients qui ont un espoir, parce qu'on pense que leur cerveau est encore en vie, peuvent être sélectionnés. C'est une décision de l'équipe d'ECMO commune, d'après des critères qu'on a essayé de valider scientifiquement, et on a un choix stratégique. Là, cet avis, il doit se faire comme ça. Il enlève un peu de l'émotion, mais elle n'est pas enlevée complètement. Hein. Quand on m'appelle pour me dire il y a une jeune femme de 18 ans en arrêt cardiaque, je pose ou pas, c'est quelque chose, vous le prenez quoi. Si on a posé une indication, c'est qu'on pense que le patient va survivre. Donc à chaque fois qu'il meurt, c'est une défaite, entre guillemets. Parce que nous, on met tout dedans pour sauver des vies. Et donc quand ça ne marche pas, pour nous, c'est un échec. Maintenant, on ne peut pas sauver tout le monde. Je veux dire, c'est aussi ça, la réalité. C'est comme un cancérologue, hein, il ne va pas sauver malheureusement tous les patients. Mais c'est par ces échecs aussi qu'on apprend, qu'on va améliorer les techniques, améliorer les prises en charge pour sauver d'autres personnes la prochaine fois. Quand j'ai commencé, l'ECMO n'existait pas. On a laissé des gens décédés sur place qui aujourd'hui auraient eu l'indication d'ECMO. L'arrêt cardiaque particulièrement, on a toujours pensé que c'était une fatalité quasiment dans notre système, alors que ce n'est pas du tout une fatalité. Aujourd'hui, on sait bien qu'une intervention rapide par un citoyen, des innovations technologiques vont permettre de sauver beaucoup de vies. Si personne n'intervient, il n'y a pas d'espoir. Il n'y aura jamais plus proche qu'un voisin, qu'un passant juste en bas. Donc c'est vraiment cet acte de citoyenneté qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas un geste technique, c'est vraiment un geste citoyen. Et comme on a créé une application pour ça, c'est-à-dire que nous, quand on arrivait sur les arrêts cardiaques, souvent les gens disaient « si j'avais su, je serais venu, j'aurais aidé » ou quoi que ce soit. Là, il y a un moyen d'être alerté et de pouvoir aider son concitoyen. Donc l'application SauveLife, c'est une application que vous téléchargez gratuitement dans votre téléphone qui va vous géolocaliser quand il y a une alerte. En fait, ce qui se passe, le SAMU va déclencher l'application SauveLife et toutes les personnes qui sont à 10 minutes à pied reçoivent une alerte. Si vous êtes disponible, vous validez. Elle va vous envoyer soit directement faire le massage cardiaque, soit chercher un défibrillateur de proximité qui est rentré dans l'application pour le ramener sur place. Aujourd'hui, c'est 520 000 personnes, c'est 62 départements, c'est une vingtaine d'alertes par jour et c'est plus d'une dizaine de cœurs par mois qui repartent grâce à l'intervention de ces citoyens sauveteurs. La spécificité, c'est que tout le monde peut s'impliquer dedans, que vous soyez formé ou non. Alors c'est mieux de se former, mais si vous n'êtes pas formé, le SAMU va vous guider pour réaliser les gestes qui sont. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes suivi, il y a même une visioconférence qui est possible. Donc c'est vraiment une communauté qui va agir pour sauver des vies avec SauveLife. Et donc c'est vraiment l'intérêt. Et on a des résultats qui sont extrêmement concluants aujourd'hui. On prend sur l'application tout le monde à partir de 15 ans. Parce que c'est un acte de citoyenneté, on apprend à nos jeunes à être des citoyens. Et ils sont à fond dedans d'ailleurs. On peut mal faire ? Non, on ne peut pas mal faire. La seule chose qui est mal, c'est de ne rien faire. C'est la seule chose qui peut tuer, c'est de ne rien faire. Si tu veux voir notre reportage en intégralité, n'hésite pas, clique ici. Si tu veux voir notre dernière vidéo, surtout, c'est là. Enfin, si tu aimes Envoyé spécial, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est là que tu recevras toutes nos vidéos.